It's been an emotional season. We faced some pretty big decisions. Buying Dominion scared me, but it looks like this purchase was worth it. Et si l'or n'était qu'un leurre? Cette question hante les fans de Gold Rush depuis des années, mais elle n'a jamais été aussi pertinente qu'aujourd'hui. L'équipe de Parker Schnabel a enduré une véritable épreuve lors de la saison 15. Pendant des mois, ils ont lutté contre les éléments, ratant leurs objectifs de production et laissant tout le monde, du téléspectateur occasionnel aux experts du secteur, se demander si l'opération allait finalement se solder par un échec total. Le verdict semblait sans appel. Le jeune prodige du Klondike avait finalement joué avec le feu. Mais une fois la poussière retombée et le moment venu de toucher le salaire, un événement incroyable se produisit. La situation bascula. Les chèques que l'équipe finit par encaisser étaient non seulement corrects, mais astronomiques, bien au-delà de ce que les maigres quantités d'or récupérées pouvaient justifier. C'est beaucoup, et j'ai du mal à l'assimiler. Ce n'est que le début du combat. Oui, a admis Parker dans un rare moment de vulnérabilité face à un avenir aussi prometteur qu'incertain. Et tu as aussi besoin de moi pour gagner cette bataille. Je dois être ton plus grand soutien ici. Je pense que tu vas passer un bon moment, le rassura un membre de l'équipe, soulignant l'interdépendance intense qui caractérise leur vie dans la poussière. Je pense que tu vas bien t'en sortir. D'où vient donc tout cet argent? Si les bassins de traitement n'étaient pas pleins à craquer, comment expliquer les records bancaires? La vérité se cache dans l'économie complexe et à double niveau de la série et dans la stratégie financière secrète de Parker. Nous allons lever le voile sur ces chiffres ahurissants, ces sources de revenus cachées, et la véritable raison pour laquelle l'équipe de Parker gagne toujours, même quand elle perd techniquement. Quand des millions ne suffisent plus, il faut viser l'impossible. La saison 15 devait être le triomphe ultime de Parker Schnabel. Après plus d'une décennie à dominer le Yukon, le jeune prodige s'était fixé un objectif non seulement ambitieux, mais carrément insensé, 10-0 onces d'or. Remettons ce chiffre en perspective. Il ne s'agit pas d'un simple saut de cailloux. C'est plus de 270 kilos d'or pur, 24 carats. Au cours actuel, cette récolte vaudrait près de 30 millions de dollars. C'est le genre de butin qui forge la légende, le genre de somme qui inscrit dans l'histoire aux côtés des pionniers de la ruée vers l'or de 1898. Mais comme on dit dans le milieu minier, le Yukon en décide toujours autrement et se prête rarement au jeu des ambitions humaines. Dès le départ, tout a dérapé. La saison semblait maudite avant même que le premier godet de la pelle mécanique ne touche le sol. Le temps s'est gâté plus tôt que prévu. La pluie glaçante et transformant le chantier en une véritable patinoire de boue et de glace. Sous la surface, le pergélisol, plus épais qu'un mur de béton, résistait au Ripper et ralentissait considérablement la progression. Pour couronner le tout, les machines valant des millions de dollars, d'ordinaire l'épine dorsale du chantier, semblaient tomber en panne au moindre regard de travers. Déjà? Oh oui! Soupira un mécanicien en regardant un morceau d'acier brisé qui s'était effondré sur le sol impitoyable. C'est ça, M.I.C. C'est dingue que ça sorte comme ça. Oui, répondit-il, mêlant incrédulité et résignation. Ouais, ça a cassé net l'œil. Ouais, ça s'est cassé net. Bon, laissez-moi réfléchir à comment on va sortir cette chose d'ici. Ce genre de conversation a rythmé la saison. La pression était immense, pesant sur l'équipe comme le poids des excavatrices. Parker, mondialement connu pour son acharnement et sa ténacité à toute épreuve, a poussé son équipe à bout. Il ne s'agit pas d'une simple période de rush. On parle de journées de travail de 6 heures, 7 jours sur 7, pendant des mois sans relâche. Ce n'est pas un travail classique de 9 à 5 où l'on rentre chez soi se prélasser dans un lit chaud. C'est un marathon exténuant et démoralisant, sans perspective de retour au calme, qui se déroule dans l'un des environnements les plus hostiles de la planète. C'est ironique quand on y pense. La plupart des gens se plaignent d'une journée de 8 heures dans un bureau climatisé, mais ces gars-là sont dehors, dans la boue glacée, à lutter contre l'hypothermie et l'épuisement pendant le double de ce temps, sans aucun week-end de repos pour récupérer. À la souffrance physique s'ajoute la pression mentale. Le rêve de Dick 011 s'est vite transformé en cauchemar. Alors que les semaines s'égrenaient et que l'or s'amenuisait, Parker a dû prendre une décision difficile, une décision qui a sans doute blessé son orgueil. Il a revu ses objectifs à la baisse, les ramenant à un chiffre plus réaliste de 8-0 onces. C'était admettre que le terrain était en train de prendre le dessus. Mais même avec ses attentes revues à la baisse, la lutte était acharnée. Chaque jour était un combat pour la survie. Une simple panne sur une installation de lavage primaire comme Big Red ou Slucifer pouvait leur coûter des dizaines de milliers de dollars en temps perdu et en carburant.
L'équipe était à bout de force, physiquement épuisée et mentalement vidée. Ils se donnaient à fond, sacrifiant leur corps et leur temps avec leur famille, mais l'or n'était tout simplement pas au rendez-vous en quantité suffisante pour justifier tous ces efforts. En final, après tous ces efforts, la pesée finale fut un véritable coup dur. Ils avaient extrait 6,837 onces d'or. Pour le commun des mortels, cela représente une montagne d'or, et c'en est une. Elle valait la somme astronomique de 18,3 millions de dollars. Merci, Tony. Merci, Tony. Oui, a reconnu Parker, la fatigue évidente dans sa voix alors qu'il parlait avec son collègue chef de mine, Tony Beats. Ça devrait être un endroit très animé cette année si on arrive à exploiter tout ce terrain. Surtout une fois que Lucifer sera en marche, ça va être la folie. Continuez comme ça, répondit Tony. Toujours aussi expérimenté. Merci à vous tous. Merci d'être revenus cette année aussi. Pour n'importe qui d'autre, Six Hut Cents Once's Door, c'est un succès retentissant. Une véritable fortune. Mais pour une équipe qui visait les Dix 011, c'était un échec cuisant. Pour la première fois en 14 années d'exploitation, Parker Schnabel avait fixé un objectif public et ne l'avait pas atteint. Leur visage, une fois le nettoyage final terminé, en disait long. Ils étaient abattus. Ils étaient déçus. Mais ce qu'ils ignoraient, ce que les caméras n'ont pas immédiatement révélé, c'est que la véritable récompense allait bientôt transformer cet échec en la plus grande victoire de leur vie. Le nombre d'onces d'or ne disait que la moitié de l'histoire. Alors, après une saison qui les a poussés à bout, à quoi ressemble concrètement la paie de l'équipe de Parker? C'est là que les chiffres deviennent vraiment hallucinants et que la réalité de ce travail se distingue nettement d'un emploi classique. Entrons dans le vif du sujet et analysons la masse salariale de cette mine d'or à haut risque. Un mineur débutant dans l'équipe de Parker, un jeune homme sans expérience, qui fait peut-être ses premiers pas dans le secteur, gagne environ 28 $ de l'heure. Sur le papier, ça a l'air plutôt bien. Non? C'est certainement bien plus que beaucoup de métiers manuels pénibles dans les 48 États continentaux. Mais il y a un hic, et il est de taille. Une semaine de travail typique sous la direction de Parker Schnabel ne dure pas 40 heures, mais près de 75. En tenant compte de ce volume horaire considérable, ce nouvel employé empoche un revenu brut d'environ 2,590 $ en une seule semaine. Au cours d'une saison minière complète de 6 mois, ce mineur débutant peut ainsi gagner près de 65 $. C'est l'équivalent du salaire annuel de nombreuses personnes, gagné en 2 fois moins de temps. Et cela sans même parler des primes. Il s'agit simplement du point de départ, du minimum requis pour se présenter et effectuer le travail. La donne change complètement lorsqu'on considère les membres d'équipage plus expérimentés. C'est vraiment frustrant d'avoir autant de terrain et autant d'or dedans. Vu les problèmes financiers qu'on rencontre en ce moment, c'est comme si tout ça n'existait pas. Déplorait Parker au plus fort de la crise. Mais pour son équipe, l'argent était bien réel. Les mineurs de niveau intermédiaire, ceux qui sont fiables, qui travaillent là depuis quelques saisons et qui connaissent bien le rythme de la mine, gagnent environ 34 $ de l'heure. L'accumulation des heures supplémentaires à ce tarif leur permet de gagner un salaire hebdomadaire conséquent. Cependant, les plus gros gains reviennent aux ouvriers qualifiés, les conducteurs, d'engins lourds capables de sculpter la terre avec une précision chirurgicale, les mécaniciens qui peuvent réparer un moteur diesel en pleine tempête de neige et les contremaîtres qui gèrent le chaos ambiant. Ces vétérans des mines d'or peuvent voir leurs revenus saisonniers grimper entre 4,20 et 5,0 $. Quant aux véritables experts de l'équipe, ces stars du travail qui semblent presque sentir l'or sous terre, certains empochent jusqu'à 150 $ en une seule saison. Imaginez un peu, c'est condenser l'équivalent de 18 mois de travail intense en seulement 6 mois. La rémunération est incroyable, mais personne ne peut nier qu'elle est méritée. Chaque centime est gagné à la sueur de leur front, au prix de doigts gelés et de dos endoloris. En plus de cela, il y a un avantage considérable et souvent méconnu. Parker offre le logement et les repas à toute l'équipe pour toute la saison. Dans un endroit isolé comme le Yukon, où un gallon de lait peut coûter une fortune et où le loyer est inexistant, cet avantage à lui seul permet à chaque travailleur d'économiser des milliers de dollars. Ils n'ont pas à payer l'essence pour se rendre au travail, ni les courses, ni les factures. C'est un forfait qui compense largement les heures de travail exténuantes, transformant l'épuisement en un joli pactole, car presque chaque dollar gagné est un dollar économisé. Soyons réalistes,
On ne s'inflige pas des journées de 6 heures dans la boue glaciale du Yukon juste pour un salaire horaire correct. On peut gagner 30 $ de l'heure en conduisant un camion au Texas sans risquer d'engelure. Il y a autre chose. Une dynamique puissante qui pousse l'équipe de Parker à revenir année après année pour se faire engueuler et exploiter jusqu'à l'épuisement. Tout commence par une stratégie simple mais brillante. Le système de prime au rendement de Parker. Malgré son jeune âge, Parker Schnabel comprend de la nature humaine mieux que la plupart des PDG 2 fois plus âgés. Il sait que pour que son équipe continue à travailler à un rythme effréné, un simple salaire ne suffit pas. Il faut qu'elle soit impliquée financièrement, qu'elle ait un intérêt direct dans le résultat. Le principe est simple. Plus ils extraient d'or du sol, plus la prime de fin de saison est importante. Ce système transforme le travail en une véritable mission, alignant les objectifs personnels de chacun sur la réussite de l'entreprise. Soudain, ces sauts de terre supplémentaires n'est plus seulement du travail pour Parker, c'est de l'argent dans sa poche. Chaque once d'or récupéré dans les rifles de la rampe de lavage est un investissement direct pour son avenir. Cependant, ce système n'est pas une solution miracle. Il existe une nette disparité quant à l'attribution de ces primes. Des postes comme celui de chauffeur de camion de nuit ou d'ouvrier débutant ne donnent généralement pas droit à ces généreuses primes. Leur travail est pourtant essentiel. Sans eux, les travaux de terrassement seraient impossibles, mais il n'est pas considéré comme ayant un impact direct sur le montant total des primes, contrairement à celui d'un opérateur d'usine ou d'un contremaître. Cela crée une dure réalité au sein de l'entreprise. Une hiérarchie interne où certains ont la possibilité de gagner une petite fortune tandis que d'autres sont plafonnés à leur salaire horaire. Pourtant, même pour ceux qui ne touchent pas la prime, Parker a mis en place un système qui engendre une loyauté sans faille. Il est réputé pour sa franchise, sa transparence et son équité. Dans un monde où le jargon d'entreprise règne, Parker est direct. Pas de secrets, pas d'arrière-pensée. Si vous faites une erreur, il vous le dit. Chez la mine est déficitaire, il vous le dit. Si vous n'êtes pas content, la porte est toujours ouverte. Mais si vous restez, il prendra soin de vous. Pour moi, c'est comme éviter de manquer d'argent, car le temps, ça coûte de l'argent, n'est-ce pas? Et je ne sais pas si c'est la bonne chose à faire, mais je sais que ce que nous faisions était mal, a médité Parker, en réfléchissant à son style de management. C'est là que réside le véritable génie de son opération. Les avantages implicites jouent un rôle primordial. Fournir gratuitement le logement et les repas à toute une équipe dans l'un des endroits les plus reculés et inhospitaliers de la planète représente un défi logistique et financier colossal. Ces coûts sont entièrement à la charge de Parker. Nourrir et loger une équipe pendant 6 mois coûte des centaines de milliers de dollars. Mais il ne s'agit pas seulement de faire des économies à son équipe. Il s'agit de créer une véritable communauté. Quand on vit, mange et respire la boue ensemble pendant 6 mois d'affilée, qu'on partage un campement et une table, on tisse des liens plus forts que n'importe quel contrat de travail. Ce sentiment d'appartenance, cette fraternité forgée dans la terre gelée, c'est ce qui maintient le moral au beau fixe quand les machines tombent en panne et que l'or disparaît. C'est le ciment qui maintient toute l'opération. C'est pourquoi tant de ces gars, Mitch, Dumit, Brennan, sont restés fidèles pendant des années. C'est le salaire qui les amène au Yukon, mais c'est le respect mutuel et la camaraderie qui les font rester. Mais même ces salaires et primes exorbitants dans le secteur minier ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Nous sommes sur le point de vous révéler le secret qui change complètement votre façon de regarder la série. L'or qu'ils extraient du sol ne représente qu'une partie de leurs revenus. La véritable machine à fric. Le moteur qui assure leur fonctionnement même lorsque la station de lavage est à l'arrêt, c'est l'émission de télévision elle-même, Gold Rush. Participer à l'une des émissions les plus populaires de Discovery Channel s'accompagne d'un salaire qui fait paraître les revenus des mineurs dérisoires. C'est l'effet Wahoo ultime auquel la plupart des téléspectateurs ne pensent même pas en regardant le déroulement de l'émission. Analysons ces chiffres absolument hallucinants. Pour les patrons de mine comme Parker Schnabel, Tony Beats et Rick Ness, la rémunération par épisode est colossale. Selon les estimations du secteur, leurs honoraires oscillent entre 25 et 30 $ par épisode. Une saison classique de Gold Rush compte une vingtaine d'épisodes, voire plus. Faites le calcul. Parker pourrait empocher plus d'1 demi-million de dollars par saison simplement en se laissant filmer au travail. C'est un revenu garanti, qu'ils trouvent ou non une once d'or. Mais il n'y a pas que les patrons qui s'en mettent plein les poches, les figurants.
Ces visages familiers qu'on voit manœuvrer les engins, réparer les pelleteuses et peser l'or dans la salle de comptage peuvent être gagnés environ 10 $0 par épisode. 152,3. Une valeur de plus de 380 $0, pourrait dire le commentateur à propos d'une pesée d'or, mais inférieure aux attentes de Parker. Même si la quantité d'or risque de ne pas suffire, les revenus télévisuels, eux, sont considérables. Sur une saison complète, les gains télévisés d'un membre clé de l'équipe pourraient atteindre entre 200 € et 600 $, selon son temps d'antenne et les négociations contractuelles. Et ça, en plus de son salaire minier déjà très confortable. C'est une somme d'argent presque incroyable. Un mécanicien de l'équipe de Parker pourrait gagner le salaire d'un chirurgien simplement en réparant des camions à la télévision. Bien sûr, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Les membres historiques de l'équipe, présentes depuis des années, comme Parker, perçoivent la plus grande part du budget de production. Les nouveaux venus doivent faire leurs preuves, tant comme mineurs que comme personnalités de la télévision, avant de pouvoir négocier des tarifs plus élevés. C'est ainsi que fonctionne le monde du spectacle. Cette source de revenus secrète change complètement la donne pour l'émission. La pression pour trouver de l'or est toujours bien réelle car elle est le moteur de l'intrigue. Sans or, pas d'émission. Et sans émission, pas de revenus télévisuels. Mais le filet de sécurité financier offert par Discovery est colossal. Cela explique pourquoi ils peuvent prendre des risques aussi importants, comme l'achat par Parker de la concession de Dominion Creek pour 15 millions de $. Ils ne parinent pas seulement sur l'or dans le sol, ils parinent sur le suspense engendré par cette quête. Ils monétisent cette lutte. Et pour la chaîne de télévision, ces suspens vaut son pesant d'or. Et l'homme au cœur de tout cela est la fortune personnelle de Parker. Quand on y regarde de plus près, le parcours de Parker Schnabel est presque incroyable. Il n'était pas seulement le petit-fils de la légende John Schnabel. C'était un adolescent qui a transformé un héritage familial en un empire colossal, surpassant tout ce que les générations précédentes avaient accompli en termes d'envergure. Mais à quel moment est-il véritablement devenu le géant minier que l'on connaît aujourd'hui? Il faut remonter à la saison 9. Ce fut l'année charnière. L'année où il n'a pas seulement répondu aux attentes, il les a pulvérisées. Imaginez extraire plus de 700 onces d'or du sol en une seule saison. Cette récolte n'était pas seulement un record pour l'émission. C'était un véritable exploit industriel. Elle valait plus de 8 millions de $. Et notre total pour la saison, puisque notre or pèse 70 onces, est de 7427,25 onces, avait annoncé Parker à l'époque. Le choc évident même pour lui. À partir de ce moment, Parker Schnabel a tout simplement refusé de regarder en arrière. D'un jeune homme faisant ses premiers pas dans le monde des affaires, il est devenu un PDG à la tête d'une véritable armée. Mais était-ce un coup de chance? Une saison exceptionnelle? L'année suivante a prouvé le contraire. Son entreprise a dépassé les 10 millions de $ de chiffre d'affaires. Plus révélateur encore fut son rendement lorsque le monde entier s'est retrouvé paralysé lors du confinement mondial. Alors que les entreprises du monde entier s'effondraient, l'équipe de Parker n'a pas seulement survécu, elle a prospéré malgré l'isolement. Elle a récolté l'impressionnante quantité de 750 onces, soit un chiffre d'affaires faramineux de 14 millions de $, en pleine période d'incertitude économique mondiale. Les chiffres sont astronomiques, mais cela soulève la vraie question que tout le monde se pose. Avec tout cet or extrait du sol, que gagne réellement Parker lui-même? Selon certaines sources, les revenus tirés de l'exploitation minière seulement, après déduction du carburant, de la main-d'œuvre, des redevances et des réparations, lui rapportent entre 600 € et 1 million de $ par saison. Un revenu exceptionnel pour un mineur. Mais si vous pensez que l'histoire s'arrête là, vous n'apercevez qu'une partie d'un système financier bien plus complexe. Et son salaire télévisuel astronomique, il faut en tenir compte. Sans oublier tout un portefeuille d'autres sources de revenus qui font de lui une véritable marque, bien plus qu'un simple mineur. On parle ici de partenariats lucratifs avec des fabricants d'engins de chantier, de vente de produits dérivés, casquettes, t-shirts, equipments, de droits d'auteur télévisés et d'apparitions rémunérées dans des émissions de télévision. Alors, au final, à quoi cela ressemble-t-il? La fortune de Parker Schnabel est estimée à plus de 10 millions de $. Il l'a amassé avant même d'avoir 30 ans. C'est un multimillionnaire dans un secteur sale et dangereux où la plupart des gens font faillite. Vous vous demandez peut-être, est-ce bien réel? Une équipe est-elle vraiment payée autant? Un jeune homme comme Parker dirige-t-il réellement une entreprise de plusieurs millions de $, et devient-il millionnaire année après année?
Il est tentant de voir ces chiffres impressionnants, ces liasses de billets et ces lingots d'or, et de croire que c'est la voie facile vers la richesse. Il est facile de regarder les chèques à la télévision et de penser que les efforts déployés ne sont que du vent. Mais si nous nous arrêtons là, nous passons à côté de l'essentiel, le poids écrasant du risque. Parker finance l'intégralité de l'opération, jusqu'au dernier centime. Rien que les factures de carburant diesel peuvent atteindre des millions. Les machines à 1 million de dollars qui tombent constamment en panne, c'est lui qui les achète. Les réparations incessantes, les baux fonciers, les redevances dues aux propriétaires des concessions minières et cette masse salariale colossale dont nous parlions, tout est d'abord à sa charge, avant même qu'un seul lingot d'or ne soit pesé. Même en cas de saison catastrophique, si l'or vient à manquer ou si les permis d'exploitation de l'eau sont refusés, l'équipe est quand même payée. La chaîne de télévision diffuse toujours son émission, mais Parker risque de tout perdre. Sa vie est en jeu. Cette loyauté que vous observez chez son équipe ne se résume pas à une simple question d'argent. C'est un profond respect pour celui qui risque tout chaque année. Ils savent qu'il porte le fardeau pour qu'ils puissent avoir du travail. Il a toujours su trouver le moyen de gagner, malgré les terrains difficiles, les intempéries et leur malchance. C'est un pari risqué où les gains sont colossaux, mais les risques tout aussi terrifiants. Alors oui, l'équipe s'en sort riche, même lors d'une mauvaise saison comme la saison 15. L'argent de la télévision leur offre un confort dont les mineurs traditionnels ne disposent pas. Mais le fait de connaître ces cachets télévisés faramineux change-t-il votre perception de leur quête d'or? Cela ne devrait pas minimiser leur travail, mais cela explique certainement pourquoi ils continuent d'affronter les difficultés. Aimez et abonnez-vous pour découvrir plus de secrets des coulisses.